L'échiquier international, bienvenue à vous. Les enfants palestiniens commémorent le jour d'Arafat et observent l'Eid al-Adha endeuillés parmi les ruines des habitations démolies dans le nord de Gaza. Entendent se réfugier dans les prières et la patience et surtout le combat à différents échelons. Mais la situation sur le terrain, il faut le dire, s'aggrave davantage au fil des jours. Un rapport publié mercredi par la commission d'enquête indépendante des Nations Unies sur Gaza révèle des abus de toutes sortes, de la torture systématique sur des hommes, des femmes et des enfants palestiniens. Et au milieu de cette confrontation, il est difficile aux journalistes, notamment occidentaux, d'informer, d'objectiver le réel, de travailler librement et surtout de rectifier toute information publiée qui soit inexacte, comme le stipulerait d'ailleurs la charte de Munich de 1971. Guerre des médias, mensonges, quelle est la marge de manœuvre pour le journaliste aujourd'hui? Thématique de l'émission du jour, début des échanges dans une poignée de secondes. Et pour en parler, j'accueille un spécialiste des médias et notamment de la propagande en temps de guerre et de la désinformation. L'expression média-mensonge revient dans plusieurs de ses ouvrages. En temps de guerre, l'Occident trouve à sa disposition une horde journaleux prêts à apporter de l'eau au moulin des va-t-en-guerre en haut lieu. C'était vrai en Irak, en Syrie, en Libye et c'est encore davantage vérifié à Gaza aujourd'hui. Michel Collomb, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Alors, Michel Collomb, avant d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord un mot, si vous le voulez bien, sur ce fameux mouvement du 30 mars en Belgique. Alors, je l'explique rapidement pour les téléspectateurs. Alors, le mouvement du 30 mars est une association dont le but est de poursuivre des Européens qui ont rejoint l'armée d'occupation à Gaza. Je sais qu'il y a une plainte contre 5 belgio-sionistes en ce moment. Où en est-on de la procédure? À votre avis, va-t-elle aboutir? Commençons par cette petite chronique judiciaire, si vous voulez bien. Écoutez, on est dans la préparation et je pense que une chose est de savoir sur quoi ça aboutira au final, mais déjà le fait que le débat est ouvert est très très important parce qu'on n'arrête pas de nous dire chez nous il ne faut surtout pas implanter le conflit Israël-Palestine en Belgique ou en France. Donc c'est complètement hypocrite parce qu'en réalité c'est un conflit qui est dirigé, organisé depuis Washington, Paris et Bruxelles et donc on voudrait que nous, les citoyens et les journalistes indépendants, on la ferme devant le génocide et on voudrait qu'on laisse ça se passer tranquillement. Donc là, il y a une première contre-attaque et je pense que c'est très très important. C'est un signal aussi qui peut aider l'opinion publique à évoluer et à changer. Vous savez, on a eu des élections en Belgique, en France récemment. Les grands partis au pouvoir et les médias ont fait en sorte qu'on ne parle pas de Gaza. Malgré tout, ça a été un facteur important et une grande partie, bien entendu, des communautés d'origine arabe ou musulmane, mais aussi de la jeunesse étudiante, ont voté clairement en fonction de ça. Pas une voix pour ceux qui soutiennent le génocide et ça a favorisé, je pense, des partis radicaux qui sont solidaires des Palestiniens. Le mouvement des étudiants dans les universités, ça c'est pour moi quelque chose de majeur. Ma génération a connu les jeunes étudiants dans les unifs et dans les rues contre la guerre du Vietnam et maintenant c'est un peu ça qui se reproduit. Ils ont carrément dénoncé le fait que des universités belges, je pense à l'université catholique de Louvain par exemple, collaborent activement pour des projets, y compris militaires, avec les sionistes. Ça a été mis sur la table et c'est un grand pas en avant.
Voilà, ça c'est dit. Alors, on revient sur le cœur du sujet, à savoir les médias mensonges. Vous avez beaucoup travaillé sur le concept, expression que nous rencontrons d'ailleurs dans beaucoup de vos ouvrages, de vos conférences. Vous avez travaillé pour enrayer un peu la machine médiatique de guerre. C'était vrai donc en Libye, en Syrie. Mais Michel Collomb, on pourrait vous rétorquer que cela a toujours existé, que cette propagande de guerre, durant par exemple la Première Guerre mondiale, les journalistes français disaient que les soldats allemands mangeaient des enfants. Durant par exemple la guerre d'Algérie, les militaires français disaient qu'ils nous colonisaient pour nous apporter un surplus de civilisation. Quelle est donc la différence, je vous pose ma question, quelle est donc la différence entre ce que vous nommez les médias mensonges et la propagande de guerre comme on l'a qualifié hier, ou dans le passé, jadis, c'est-à-dire? Effectivement, ça a toujours existé. Il y a une amélioration, si j'ose dire, un perfectionnement dans les techniques, dans les technologies, dans la fabrication des images ou leur manipulation. Et comme à l'époque de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup d'informations, il n'y avait pas d'informations contradictoires, une grande partie de la population n'entendait que vaguement et avec du retard la version du pouvoir. Ça, c'est complètement changé. Et maintenant, on a une véritable bataille de l'information, d'autant plus qu'il y a des voix différentes dans le monde, que ce soit l'Algérie, la Chine, Cuba, le Venezuela, qui apportent une autre voix. On a des mouvements de résistance. Vous avez ces journalistes palestiniens qui, de façon héroïque, témoignent des crimes d'Israël, témoignent de la résistance palestinienne, et ça change la donne. Et donc, ils sont obligés d'engager une armée de psyops, qu'on appelle ça, d'experts de la guerre psychologique pour une manipulation plus subtile de l'opinion. Et donc, actuellement, ça joue un rôle très important. C'est pourquoi, avec l'équipe d'investigation et du collectif Test Média, nous avons décidé, nous nous sommes lancés en fait dans la préparation d'un ouvrage sur le 7 octobre, une enquête sur les médias mensonges justement, parce que je crois que ça joue un rôle fondamental. Une grande partie de l'opinion internationale et certainement européenne a maintenant compris qu'Israël est vraiment un État criminel, un État voyou, que c'est intolérable ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que une grande partie de cette opinion pense aussi que le 7 octobre, c'était des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, une attaque atroce de la part des résistants palestiniens, qu'en Occident on appelle des terroristes. Et donc ça aboutit à l'idée que Netanyahou, quelque part, c'est une vengeance des Israéliens pour la peur qu'ils ont eue, pour les atrocités qu'on leur a fait subir, donc c'est une vengeance. Alors que pas du tout. Il y a énormément de médias mensonges et de désinformation sur le 7 octobre. Notre enquête est encore en cours, mais je peux déjà dire qu'il y aura beaucoup de surprises et beaucoup de révélations sur ce qui apparaît comme une véritable opération de propagande avec des appareils de propagande, non seulement des sionistes, mais des Britanniques et des États-Unis derrière. Donc, c'est la bataille de l'info, elle est plus nécessaire que jamais si on veut que ça s'arrête. Alors, Michel Collomb, vous faites bien de parler du 7 octobre. Dans les médias français, on nous a asséné autour de la fameuse journée du 7 octobre beaucoup de fausses informations. On le sait aujourd'hui, d'après par exemple le journal de gauche Haaretz, même le journal Libération en France, on a plus ou moins, on sait à peu près ce qui s'est passé dans les grandes lignes, même si dans le futur, on va avoir plus de précision. Mais en tout cas, il s'avérait, c'est vrai pour le kibboutz de Be'eri, par exemple, que les colons ont été massacrés pour la plupart par les chars sionistes et par les hélicoptères sionistes. D'après des témoignages, cela vous rappelle quelque chose, non ? Oui, clairement. Écoutez, c'est quelque chose que moi j'ai annoncé en novembre et en décembre dans des conférences que j'ai données, dans des vidéos qui ont circulé. À ce moment-là, on nous a traités de complotistes et d'amis des terroristes et toutes les amabilités habituelles. Mais maintenant, c'est vrai qu'une partie, j'insiste, des médias mensonges a été démasquée. Mais il y a un problème, c'est que même si vous mentez, quand tout le système médiatique ment et matraque ces mensonges pendant des jours et des semaines, ça crée un effet inconscient. Et la rectification, elle vient trop tard et c'est trop peu. Et donc, dans l'esprit d'une grande partie du public, c'est l'impression originale qui va rester. Et donc, il est très, très important maintenant de montrer
quelles ont été ces manipulations, à quel point est la complicité des médias français, des chaînes de télé qui est abominable, quoi, parce que on pouvait savoir cette histoire des bébés décapités, on pouvait savoir dès le premier soir que c'était invraisemblable, qu'il y avait énormément de contradictions et que donc il fallait au minimum être prudent et attendre un petit peu d'enquête. Mais pas du tout. Les grandes chaînes françaises, avec Ruquier, Pujadas, LCI, CNews, etc., se sont lancées dans un bourrage de crâne qui a encore ses effets aujourd'hui. Si vous discutez avec les gens, bien sûr, il y a des gens qui suivent de près le dossier, ceux-là, ils ont compris, mais ceux qui ne le suivent pas de près, ils sont restés sur l'impression originale. C'est pourquoi je dis là aussi, les médias mensonges continuent à tuer, et je pense qu'il est très très important d'obliger à faire une enquête et un débat pour que plus jamais, quand ces médias mainstream répètent des mensonges comme ça, plus jamais on ne les croit et directement on les met en question. Comment est la situation en Belgique? Est-ce qu'on est plutôt plus équilibré, pondéré par rapport au récit sioniste à l'endroit de Raza, quand on fait le comparatif avec les médias français qui se sont tous embarqués dans la propagande sioniste autour des massacres de Palestiniens? Écoutez, là, vous prenez l'exemple pratiquement le pire en Europe, c'est la France. C'est vraiment une catastrophe pour le pays soi-disant de la liberté, des droits de l'homme, etc. L'Allemagne, c'est horrible aussi. Et donc, en Belgique, c'est un peu moins, mais globalement, la tendance est la même. Il n'y a pas de débat. Il y a une censure vis-à-vis des points de vue opposés. Et donc, malheureusement, on reste aligné sur les États-Unis et leur soutien au génocide. Et il y a une différence, c'est qu'en Belgique, avec le Parti du travail de Belgique, qui a obtenu des bons résultats aux élections, qui est vraiment un parti solidaire des Palestiniens et des peuples en résistance, il a grimpé fortement, il a eu du soutien sur ce thème-là aussi. C'est le seul qui a osé parler de génocide, d'impérialisme, etc. Et donc, il y a une certaine pression qui obligeait le gouvernement que nous avons eu, qui était un gouvernement qui comprenait aussi le Parti socialiste, à être un peu plus modéré et à être un peu plus prudent sur la question du soutien à Israël. Malheureusement, il faut dire que, à part ce succès du PTB, c'est la droite pro-sioniste qui a gagné les élections en Belgique. Et donc, le prochain gouvernement va, je le crains, être très fort pro-Netanyahou et il va falloir vraiment une mobilisation populaire pour empêcher ça. Alors, je me rappelle à l'époque, vous avez fait une expérience lors de la sortie de votre livre, c'était en 2012, je crois, Israël, parlons-en. Vous avez questionné donc des badauds à Bruxelles sur ce qu'ils savaient concernant la situation palestinienne, et vous êtes rendu compte qu'on savait très peu de choses et qu'on ignora qu'il s'agissait surtout et avant tout d'un fait colonial. Oui, voilà. C'est le fameux livre Israël, parlons-en, qui est sorti en 2010. Et nous avons fait des enquêtes, des micro-trottoirs à Molenbeek, à Bruxelles, dans différents quartiers, avec des compositions sociales différentes. Et on a vu effectivement que, vous savez, Molenbeek, c'est une ville avec une forte immigration marocaine et d'autres nationalités, partout à Bruxelles aussi. Et on a vu là-bas qu'il y avait évidemment une grande colère, une grande révolte contre la politique d'Israël. Alors, on avait déjà eu une attaque très forte contre Gaza un an plus tôt. Mais j'ai vu aussi que, surtout dans la jeunesse arabe et musulmane, il y avait une ignorance de l'histoire et de différents aspects de la stratégie et que donc il manquait des connaissances concrètes pour être capable d'en parler autour de soi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin dans l'idée de rassembler un peu le meilleur, le plus important de ce qui se trouvait déjà dans des bouquins, dans des films, bien entendu, il y en avait beaucoup, mais tout rassemblé en un bouquin très utilisable. Et une sorte de manuel. Et également un manque de méthode pour discuter. C'est-à-dire que très souvent, quand on se retrouvait face à d'autres jeunes ou face à des professeurs parfois qui disaient « Oui, mais tu es arabe, donc tu n'es pas objectif, tu n'es pas neutre, tu es partial, etc. »
directement, ça passait à la colère, à l'indignation, alors que, bon, je vais dire, le premier qui se met en colère, il a perdu, parce qu'il s'agit de garder son calme et de convaincre avec des faits concrets, et surtout en faisant réfléchir la personne d'où lui viennent ces idées, qui lui a mis ça en tête et quelles sont les choses qu'on lui a cachées. Donc voilà, le bouquin, il servait à ça, fournir des connaissances et proposer une méthode. Et voilà, je pense que ça donnait un résultat intéressant. C'est un bouquin qu'on a déjà vendu plus de 20 000 exemplaires, alors que la télé, bien entendu, n'en a jamais parlé, les médias non plus. Et quelque part, nous essayons de faire maintenant la même chose et nous essayons d'avoir même des formations pour apprendre aux jeunes comment parler d'Israël, comment convaincre. Ça peut s'appliquer sur l'Ukraine aussi, où la désinformation est pareille. Alors, je vous pose la question directement. Comment expliquez-vous que 95% des grandes rédactions de presse occidentale incarnent ou représentent ou s'approprient le narratif sioniste ou, selon vous, la propagande sioniste ou le média mensonge sioniste? Quelle serait votre explication? Comment ça se fait qu'on est tous vent debout derrière Netanyahou, en dépit du mandat d'arrêt international, en dépit de la CIJ, en dépit de la montée de l'opinion occidentale aussi, qui trouve que cette situation a peut-être trop duré, parce que ça se fait aussi avec leur argent? Comment vous expliquez cela? Mais écoutez, je crois qu'effectivement, il y a chez beaucoup des journalistes qui travaillent dans ce système médiatique, il y a la conscience qu'effectivement Netanyahou est un salaud, mais je dirais c'est notre salaud, entre guillemets. C'est Kissinger, ça. Voilà, il est utile à notre système. Netanyahou, comme tous les précédents dirigeants d'Israël, est l'agent et le flic de quartier pour les États-Unis, dont l'Europe dépend, et pour l'Europe. Et donc, il s'agit de défendre nos intérêts contre les Arabes, contre les musulmans, garder le contrôle du pétrole et du gaz, empêcher les peuples d'une région stratégique comme le Moyen-Orient de se libérer, de s'émanciper, de devenir indépendante. Donc, c'est une question de garder le contrôle impérialiste sur cette région et aussi de faire un exemple pour l'ensemble du Maghreb, de l'Afrique noire, de l'Amérique latine. C'est au fond le système colonial qui se maintient en place. Donc Netanyahou est le flic de ce système. Et que pensez-vous par exemple de l'explication concernant les agents d'influence sionistes tapis dans les partis ou les médias? J'hésitais à vous poser la question et puis je suis tombé sur cette information du 12, qui date du 12 du journal Le Monde. On sait, il y a une montée d'extrême droite en Europe, notamment en Hollande. Un proche de Geert Wilders, le leader du PVV, donc le parti populiste, échoue pour occuper le poste du ministre de l'Immigration. La raison, c'est que donc son proche, c'est Gidi Mark Zauer, c'est ça, qui aurait des liens avec le Mossad. C'est le ministre de l'Intérieur hollandais lui-même qui l'affirme dans une lettre que Mark Hauser donc serait né en Israël et partagerait des informations et serait sous l'influence d'une entité de renseignement étrangère, donc le Mossad. Les services hollandais l'ont accusé tout bonnement d'accointance avec le Mossad. Comment est-ce que vous pensez que c'est juste un exemple isolé, ou vous pensez qu'il y en a plusieurs dans notre rédaction? Comment vous expliquez ce phénomène? Je pense que le système médiatique dont je viens de parler ne s'explique pas par la présence de journalistes juifs ou liés au Mossad. Il y en a et c'est très important. Pas forcément juifs, c'est-à-dire des fois... Des fois, ils ne sont pas juifs, des fois, ils ne sont pas juifs, mais ils se font les porte-drapeaux de la propagande sioniste. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une situation très surréaliste ici en Europe, parce qu'on a effectivement une montée de partis fascistes en Hollande, en Belgique, en tout cas en Flandre, en Allemagne, en France, une montée très inquiétante. Je rappelle que ces partis fascistes sont historiquement racistes anti-juifs et qu'il y a toutes sortes de déclarations fondamentales là-dessus. Moi, je viens de tomber sur une déclaration qu'on m'a envoyée là tout récemment, que j'ai vue aujourd'hui, de Bilecki. Vous savez, le G7 qui se réunit en ce moment, il vient de décider d'envoyer 50 milliards à l'Ukraine
que les Européens vont payer, pas les États-Unis, et d'intensifier la formation des milices en Ukraine pour se battre. Or, ils vont donner ça principalement à ceux qui se battent, c'est-à-dire Azov. Or, Azov, ce sont au départ des racistes, des fascistes anti-juifs. Et Bieletsky, leur fondateur, disait quelque chose comme « Notre mission, c'est de défendre la race blanche dans le monde entier contre les Untermenschen, les sous-hommes, qui sont dirigés par les sémites, il veut dire par les juifs. » Voilà. Donc, on a un énorme paradoxe, c'est que théoriquement et officiellement, on n'a plus le droit aux États-Unis, en Europe, d'être raciste envers les juifs, tant mieux, mais en réalité, on collabore avec des fascistes qui le sont profondément. Et donc, on a une grande hypocrisie, c'est que ces partis fascistes européens se sont reconvertis. Maintenant, ils savent qu'il faut travailler avec les sionistes et avec Netanyahou pour arriver au pouvoir, mais ils se sont reconvertis principalement contre les Arabes et les musulmans, et pas seulement d'ailleurs. Donc on est dans une très très grande hypocrisie dans notre système politique et médiatique qui utilise ces gens-là alors qu'officiellement ils sont désavoués. Alors, je sais que vous avez beaucoup étudié ou lu l'historien Shlomo Sand, en tout cas vous en parlez dans un de vos ouvrages, Israël, parlons-en, où il évoque un des grands mythes, peut-être le plus grand mythe de tous les temps, à savoir cette histoire d'exode, l'exode, le fameux exode du peuple hébreu. L'historien donc Shlomo Sand affirme dans ses deux livres comment le peuple juif fut inventé, donc le deuxième ouvrage c'est comment la terre de Palestine a été inventée, prétend qu'il n'y a jamais eu d'exode, que les Hébreux pour la plupart sont restés, dans une majorité de cas, ce seraient donc les Palestiniens d'aujourd'hui. Et il affirme qu'il n'y a pas de peuple juif. Le judaïsme est une religion, mais il n'y a pas de peuple juif. Il n'y a pas une culture juive, cela n'existe pas. Il n'y a pas une langue commune, il n'y a pas une histoire partagée, il n'y a pas... Même le rapport au judaïsme est différent. Et pourtant, on nous assène également qu'il y a un peuple juif qui serait partout, qui aurait des traits communs partout. C'est vrai à New York, en Belgique, à Paris et ailleurs, à Moscou. C'est aussi peut-être le plus grand, selon votre expression, le plus grand média mensonge de tous les temps, non ? Effectivement, moi j'ai appris ça à l'école et on nous a toujours raconté, voilà, les Juifs, ils reviennent dans leur patrie parce qu'ils ont été chassés par l'Empire romain en 70 après Jésus-Christ. Après la destruction du deuxième temple. Voilà, en fait c'est complètement bidon parce que l'Empire romain, pourquoi il colonisait et de quoi il vivait? Il vivait des taxes payées par les gens, donc à l'époque payées par les agriculteurs. Il vivait sur le dos des agriculteurs. Il ne va donc pas chasser les gens, il va évidemment les garder. Donc il n'y a pas eu d'exode. Effectivement, c'est un mythe. Ce qu'il y a eu, c'est une religion juive qui, comme le christianisme, s'est répandue un peu partout et notamment en Europe parce que c'était une religion très prosélytique qui faisait beaucoup de propagande, qui faisait beaucoup de recrutement. Ça a marché pour toutes sortes de raisons historiques, bien. Et donc, on a des Juifs qui vivaient en Russie, en Pologne, en Allemagne, en France, au Maroc, mais ce sont des convertis. Et donc, les sionistes se sont acharnés à prouver qu'il y avait un peuple juif, qu'il y avait même des gènes juifs. Ils ont même parlé de race juive. C'est marrant parce que après Hitler et les nazis, on pensait que plus personne n'avait le droit de parler de race, que effectivement, scientifiquement, une race, ça n'existe pas. Et bien pour les sionistes, oui. Et donc, c'est tout un discours de propagande pour cacher le fait que ceux qui sont soi-disant revenus en 48 et dans les années 30-40 déjà, ne sont pas revenus. C'est une émigration colonisatrice, comme les Français ont envoyé des Français en Algérie, comme les Belges ont envoyé des gens au Congo. Tout ça, c'est une émigration, à la différence que ces émigrations-là ne chassaient pas les habitants locaux, ils les opprimaient, ils les obligeaient à travailler pour vivre sur leur dos, tandis que, effectivement, dès le début de la pensée des fondateurs du sionisme, le colonialisme israélien, le colonialisme sioniste, était un colonialisme visant à chasser les Palestiniens. Ça, c'est très très clair dans le livre Israël, les 100 pires citations,
où nous donnons la parole à tous les fondateurs du sionisme et ses dirigeants. C'est très clair. Aux États-Unis aussi, d'ailleurs, ça a été un colonialisme visant à chasser et à détruire les populations locales, ce qu'ils ont pratiquement réussi, et en Australie aussi. Donc c'est effectivement un très grand mensonge, et ça fait partie, je ne sais pas si c'est le plus grand, je pense que raconter que la naissance d'Israël est due à Hitler et aux persécutions de la Seconde Guerre mondiale, c'est également un grand média mensonge qui a éventuellement encore plus d'influence. Et donc, ça fait partie, effectivement, de la propagande de guerre, c'est-à-dire de la falsification de l'histoire. Alors, c'est dans les deux livres, donc comment le peuple juif fut inventé et comment la Terre Sainte a été inventée. Je m'étais trompé tout à l'heure, donc je rectifie. On arrive à la fin de notre émission, en tout cas. Michel Collomb, merci d'avoir été des nôtres, auteur ici. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.